Punchline, 18h-19h, Yohann Usaï sur CNews et Europe 1. 18h38, de retour en direct sur CNews et sur Europe 1. Dans la dernière partie de Punchline, nous allons évoquer à présent la situation politique en France au lendemain de la réélection de Yaël Braun-Pivet à la tête de l'Assemblée nationale. On élit en ce moment les vice-présidents de cette Assemblée et il y a déjà eu un problème, Louis de Ragnel, puisque 10 bulletins en trop se sont retrouvés en l'urne. Il y a donc eu manifestement ce que l'on appelle une sorte de bourrage d'urne au sein de l'Assemblée nationale. Et donc la décision a été prise ensuite par Yaël Braun-Pivet, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, de refaire le vote comme si ce scrutin n'avait pas existé. Et donc de refaire le vote. Et ensuite il y a un débat qui s'est ouvert puisque Mathilde Panot a déploré le fait que les scrutateurs tirés au sort étaient exclusivement RN ou alors des soutiens à Emmanuel Macron. Donc voilà, on a envie d'en savoir plus. On en saura sans doute plus dans les prochaines minutes. Et on est effectivement en train de se renseigner pour voir de quelle manière ces 10 bulletins supplémentaires, Gauthier Lebray, auraient pu se retrouver dans cette urne. Alors on ne le saura vraisemblablement jamais, ce n'est pas filmé et il y a des scrutateurs. Et la polémique lancée par Mathilde Panot, c'est de dire il y a des scrutateurs mais qui ne représentent pas l'ensemble de l'hémicycle. Là, elle pointe les scrutateurs RN et macronistes en disant il manquait des arbitres, si j'ose dire, de la France insoumise pour comprendre pourquoi ces 10 bulletins se sont retrouvés dans les urnes. Le bourrage d'urne, on connaissait dans les partis politiques au moment d'élire un président ou un premier secrétaire, sans viser personne. Certaines fédérations connaissent pas très bien, certaines guerres fratricides, Aubry-Royal, Copé-Fillon. On connaissait moins à l'Assemblée nationale. Donc là, j'ai pas le souvenir voilà, je pense que c'est une première, où on se retrouve avec une urne avec 10 bulletins en trop. Alors, parallèlement à cela, on apprend, et j'ai la confirmation, ce n'est pas lié vraisemblablement au bourrage, c'est pas lié au bourrage, mais que, par exemple, le RN s'est trompé. Le RN avait donné... alors une explication. C'est 6 noms pour... Il faut élire 6 vice-présidents. Donc le RN avait pris... évidemment Sébastien Chenu, Hélène Laporte pour son camp, mais aussi 2 LFI avec Clémentine Autain maintenant qui siège chez les écolos, et ils avaient pris aussi un LR, sauf qu'ils se sont trompés de nom. Ils ont inscrit Thierry Breton qui est commissaire européen, et Xavier Breton, qui est candidat à la vice-présidence. Voilà. Et ils se sont rendus compte de cela un peu trop tard, parce qu'il y avait déjà des bulletins avec le nom de Thierry Breton à l'intérieur de l'urne. Mais encore une fois, c'est pas lié au bourrage. D'accord. Donc attendez, vous êtes en train de nous dire que s'il y avait des bulletins en trop dans l'urne, c'est que non, justement, c'est pas lié au bourrage. D'accord, ça n'est pas lié au bourrage. D'accord. Mais parallèlement à cela, il y a quand même... En fait, là, c'est un vice de procédure de vote. Voilà. C'est-à-dire que ça n'est pas lié au bourrage. C'est-à-dire que le nom inscrit sur le papier n'était pas le nom de la bonne personne. Je vous dis, ce que dit Renaud Labaille. C'est encore plus accablant pour le scrutin. Renaud Labaille, qui dirige donc le groupe en coulisses à l'Assemblée, et qui, il dit, on a eu les noms très tard, une erreur de ce type, quand on fait ça dans l'urgence, ça arrive, et il y avait déjà plusieurs bulletins dans l'urne. Voilà. Non, mais c'est quand même du délire, parce que quand on y réfléchit bien, tiens, je me suis trompé de nom, donc je remets un bulletin. Non, non, ça n'est pas ça du tout. Il y a 2 sujets. Il y a 2 problèmes. Il y a les 10 bulletins en trop, et deuxièmement, il y a un problème un vice de forme, ou je sais pas comment vous voulez appeler ça. C'est comme si, je crois que vous êtes élu municipal, c'est comme s'il y avait Jean-Claude Varnaud au lieu de Marc Varnaud sur la liste. Voilà. Bon, tout cela pour dire que l'Assemblée nationale n'aura pas brillé à nouveau aujourd'hui par son professionnalisme, sa rigueur. C'est-à-dire qu'on ne se sera pas dit on a quand même des députés formidables. Ça ne va pas arriver aujourd'hui. Ça ne hausse pas le niveau. Hein. Mais mes camarades vont sans doute me dire on est sûr que tout le monde a voté, parce qu'il n'est pas question qu'on vote à la place d'un parlementaire absent. Il n'est pas non plus question qu'on donne une délégation de vote. Absolument. Donc on n'explique toujours pas, à l'heure où nous parlons, ce bourrage d'urne avec ces 10 enveloppes en trop, sauf à se dire qu'il y en a qui sont un petit peu ripoux sur les bords et qui, au lieu d'une enveloppe, en ont mis 2. La conséquence, beaucoup de parlementaires espéraient partir en vacances demain. Parce que normalement, demain c'est la fin, demain il y a le vote pour la présidence des 8 commissions permanentes. Eh bien, ça risque de retarder un peu cet échéancier. Charlotte Dornelas, l'un des enjeux aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec le vote et l'élection de ses vice-présidents, c'est notamment de savoir si le Rassemblement national aura un poste de vice-président de l'Assemblée. Oui, c'est ça, on se pose la question depuis 2 semaines. Alors, vous voyez, le jeu est notamment dicté par le camp présidentiel et les potentiels
alliés de ce camp présidentiel, c'est une semaine on tape à gauche, une semaine on tape à droite en fonction de la situation. Donc on finit par comprendre qu'il y a le cercle de la raison, comme on l'a appelé pendant des années, qui est désormais le bloc central, comme on l'appelle plus facilement, qui rejette systématiquement l'un ou l'autre en se plaçant sur un terrain beaucoup plus moral que politique, c'est-à-dire sans aller sur le fond des sujets et des potentielles divergences légitimes. Il n'y a évidemment aucun problème que sur les divergences politiques entre ces partis, mais une fois c'est la France insoumise, l'autre fois c'est le RN, et donc on joue au ping-pong en permanence entre les deux. Là, cette fois-ci, c'est la question de savoir est-ce qu'il faut que des députés élus légitimement exactement comme tous les autres, c'est-à-dire tous les députés qui sont aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, peuvent avoir, avec les mêmes règles que tout le monde, des postes de représentation. Et tout à l'heure, Gauthier nous rappelait qu'en effet, ils avaient 2 vice-présidents sur le Rassemblement national lors de la dernière mandature, avec 2 fois moins de députés que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, donc j'imagine que les personnes qui, dans la précédente mandature, ont accepté cela sans qu'il y ait de conséquences dramatiques pour la France, vont le faire à nouveau. Donc, on comprend qu'il y a une partie de théâtre dans tout ce positionnement, on va dire, théâtre qui se poursuit et qui devient pénible. Louis Dragnel. D'autant plus que je pense que le raisonnement chez les macronistes consiste à se dire, bon, on a pris la dernière fois les députés RN au sérieux, on a montré qu'on était ouvert, qu'on faisait pas d'ostracisme, et donc on leur a donné le poids qu'ils auraient dû avoir, 2 vice-présidences de l'Assemblée nationale, je crois que c'était Hélène Laporte et Sébastien Chenu. Ouais. Et je pense que, et c'est un très mauvais calcul qu'ils font, ils se disent, on n'aurait jamais dû les respecter, en fait, les prendre pour des parlementaires normaux. Parce que c'est ça qui leur aurait permis de faire un aussi bon score aux dernières élections législatives. Mais alors penser qu'en leur retirant 2 vice-présidences, éventuellement une questure, permettrait de réduire l'influence du vote RN en France. Mais alors, je sais pas qui a fait ce calcul-là, mais je pense qu'il est très mauvais et surtout très contre-productif. Parce que ce que ça montre comme image, c'est qu'en fait, vous avez un camp présidentiel qui, globalement, a été plus ou moins battu dans les urnes. Ils ont eu 100 députés en moins aux dernières législatives, et donc ils essayent quand même ils sont en train d'essayer de contourner la décision des Français. Et ça, c'est quelque chose pour des électeurs d'où qu'ils viennent, qu'ils soient du Nouveau Front Populaire ou du Rassemblement National, c'est quelque chose qui est assez insupportable. Ça donne vraiment l'impression, alors que ces élections précisément étaient présentées comme une volonté de rendre la parole aux Français, ça donne vraiment l'impression que définitivement les Français, on ne veut pas leur donner la parole. Alors je veux qu'on revienne justement sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, l'élection de Yaël Braun-Pivet, réélection de Yaël Braun-Pivet. La gauche parle d'un déni de démocratie. Vous dites, Louis, que le vote il a été contourné. Les mots d'André Chassaigne sont les suivants. Le vote des Français a été volé. Jean-Luc Mélenchon estime que c'est un coup de force, Marc Varnaud. C'est vrai que les mots qui sont utilisés aujourd'hui par la gauche donne le sentiment quelque part que les macronistes se sont assis sur la Constitution. Et c'est en cela, me semble-t-il, que ces mots sont dangereux parce qu'ils peuvent éventuellement susciter de la colère et donc de la violence dans le pays. C'est du révisionnisme politique. La seule élection qui a été volée, pardonnez-moi, mais c'est le premier tour au Rassemblement national. Le reste, c'est juste de la posture politique. Si on avait été en Grande-Bretagne, le RN aurait aujourd'hui 400 députés et l'affaire serait entendue. C'est justement ce qui s'est passé entre les 2 tours qui a complètement faussé le jeu. Je rappelle quand même qu'il faut remonter aux heures les plus sombres de l'histoire de France pour trouver des hommes politiques de droite de premier plan, comme Xavier Bertrand ou Édouard Philippe, qui appellent à voter communiste. Donc la chose anormale, elle est là. Parce que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ne correspond pas, n'est pas un miroir de la société française. Alors on a certes les députés qu'on mérite, mais on n'a pas ceux qu'on devrait avoir. Alors, juste une chose, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il n'y a pas eu de vol. Pardon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas eu de vol. Le vote des Français n'a pas été volé. Les Français se sont exprimés, les partis politiques ont passé les accords qu'ils ont voulus, mais il n'y a pas eu de vol. C'est un peu ce que je voulais dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'illégal dans ce qui a été fait. En revanche, la question se pose plus par rapport à la sincérité de ce que dit ce scrutin. On a voulu donner la parole aux Français, et on voit bien qu'en fait, ceux qui ont organisé le vote, globalement, ont eu un résultat qui leur convenait pas. Et donc, comme ça leur convenait pas, ils ont organisé, ils ont mis en place des stratégies, des combines, diront les détracteurs d'Emmanuel Macron, pour conserver le pouvoir. C'est ça qui est mis en cause. Mais il n'y a rien d'illégal et il n'y a pas eu de vol. Vous avez une notion
d'abus de droit qui concernent le commun des contribuables, lorsque vous, par exemple, voulez-vous optimiser fiscalement vos affaires, on vous poursuit pour abus de droit. Par contre, ça n'existe pas en politique. Il n'y a pas un abus de contournement. Non, mais il n'y a rien d'illégal. Non, il n'y a rien d'illégal. Mais revenons à Véronique Jacquier sur ce que dit la gauche précisément, parce que la gauche aujourd'hui, quand André Chassaigne dit le vote des Français a été volé, Jean-Luc Mélenchon dit c'est un coup de force précisément. Eux sous-entendent que le vote des Français a été volé, qu'on s'est assis sur la Constitution. J'ai l'impression que ces mots-là sont dangereux. Est-ce que vous partagez mon avis ? Mais bien sûr que ces mots sont dangereux parce qu'ils sont dans le scénario qu'ils ont décidé d'écrire pour continuer à légitimer leur passage en force et pour surtout occuper l'espace médiatique et politique. C'est-à-dire finalement, plus ils font de bruit, plus on les regarde. Je vais employer quelque chose qui va peut-être les faire bondir, mais il y a presque une trumpisation du débat. Enfin, franchement, c'est l'extrême gauche qui est en train de se trumpétiser si on regarde les choses. C'est presque tragicomique. Et oui, bien entendu, ils sont en tort. Pourquoi ? Parce qu'on le rappelle, la France Insoumise ont le même nombre de députés. Ce sont les députés socialistes qui ont un petit peu capitalisé. C'est le groupe des socialistes qui capitalise. Donc, en termes de sièges, ils ne sont absolument pas gagnants. Et même le résultat du scrutin d'hier soir pour le perchoir, la bataille pour le perchoir, fait que ça marque un coup d'arrêt à leur stratégie. Alors oui, après on les comprend, ils ne sont pas contents, ils sont même vexés, ils veulent aller plus loin, et comme en fait concrètement dans les urnes, leur stratégie de la violence et de l'hystérisation fait qu'ils continuent à marquer des points et à engranger des électeurs, pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent ? Moi je pense qu'effectivement on va vivre une séquence à l'Assemblée dans les 3 ans qui viennent qui va être terrible. On n'aura absolument pas ni des débats apaisé, ni d'ailleurs un budget trouvé. On aura un président affaibli, on aura une Assemblée nationale plus divisée que jamais, on aura une économie en berne et on aura une insécurité galopante. Merci pour ce tableau. Bienvenue Bon été à tous. C'est ce que disait Gauthier Lebret précisément. Gauthier Lebret disait la France insoumise se comportera d'une manière encore pire que lors de la dernière législature, précisément parce qu'ils sont vexés. Bien sûr, absolument. Je le crois très profondément. Hier, André Chassaigne, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils se sont déclarés aujourd'hui dans l'opposition. La France Insoumise s'est déclarée, vous devez vous déclarer majorité ou opposition. Très intéressant, je pensais qu'ils avaient la majorité absolue. Je pensais qu'ils pouvaient imposer leur programme et rien que le programme et faire aucun compromis. On voit que les socialistes ne sont pas totalement sur cette ligne. Mais c'est intéressant parce que hier, j'ai noté, André Chassaigne, quand il n'a pas été élu, il a parlé d'alliance contre nature. C'est quand même très drôle de parler d'alliance contre nature. Après ce qui s'est passé... Ils ont déjà oublié ce qui s'est passé aux élections législatives, c'est formidable. La gauche a la mémoire courte. Quand la France Insoumise se retirait en faveur d'Elisabeth Borne ou en faveur de Gérald Darmanin, qui sont quand même 2 épouvantails pour un électeur de la France Insoumise, là aussi, on pouvait parler d'alliance contre nature. Évidemment qu'il n'y a eu aucun vol, évidemment que tout s'est fait dans les règles, encore qu'il y a débat sur, vous savez, la présence des 17 ministres dans l'hémicycle, tous les constitutionnalistes ne sont pas d'accord, auraient-ils pu être remplacés par leurs 17 suppléants? Là aussi, il y a débat. Par contre, il est vrai, quelqu'un qui se serait endormi avant les élections législatives et qui se réveille aujourd'hui, il se dit, bah oui, rien n'a changé. Le Premier ministre elle-même à Matignon, le président elle-même et la présidente de l'Assemblée aussi. Marc Parnot. Je crois qu'il y a quand même une notion qu'on oublie, qui est celle de la majorité silencieuse. C'est-à-dire que finalement, toute la politique de la France depuis 10 ans est construite sur le fait qu'il y a une majorité de gens qui disent rien, qui subissent, qui vont pas dans la rue, qui jettent pas de cocktail Molotov sur les policiers. Qui regardent ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée. Ils sont des gens qui payent des impôts, beaucoup d'impôts, qui subissent, qui parfois vivent difficilement. Cette fameuse majorité silencieuse. Vous savez, comme le disait Einstein, le monde, il n'est pas dangereux à vivre à cause de ceux qui font le mal, il est dangereux à vivre à cause de ceux qui regardent et qui ne font rien. Tant que cette majorité silencieuse va rester silencieuse, l'extrême gauche, et là on a 50 exemples dans l'histoire, l'extrême gauche va pouvoir continuer à jouer ce jeu à la fois violent, irrespectueux, à bousculer les institutions et les Français. Le jour où la majorité silencieuse se réveille, et j'espère que ce jour, c'est demain et pas dans longtemps, le jour où cette majorité silencieuse se réveille, alors l'extrême gauche disparaît. Charlotte Dornelas. Mais il y a quand même, au-delà de la question des partis, du comportement de tel ou tel député, il y a des Français qui se sont exprimés dans les urnes et qui ont exprimé avec 2 bulletins différents, soit du côté du Nouveau Front Populaire,
soit du côté du Rassemblement national, des volontés de rupture sur certains sujets. Il y a la question sociale, évidemment. Je mets de côté la question de Gaza, sur lequel LFI a fait toute sa campagne aux européennes, beaucoup plus qu'aux législatives cette fois-ci, et la question de sécurité, immigration. Sur ces deux questions, il y a une volonté de rupture. Là où, Jean-Luc Mélenchon fait de la politique, tout le monde en a fait avant lui et tout le monde en fera après lui, il est en train de mobiliser son électorat pour 2027 sur cette idée qu'il devrait avoir le pouvoir et qu'il ne l'a pas. Bon, très bien. Mettons ça de côté. Maintenant, cette question de la volonté de rupture. Si vous regardez toutes les élections et les campagnes qui ont précédé les élections de ces 10 dernières années, tout s'est joué sur le ressort du rejet, non pas politique, mais moral. Vous ne pouvez pas tenir comme ça un pays pendant des années en ignorant la volonté de rupture des Français sur certains sujets par le biais de votre supériorité morale uniquement, sans jamais aller sur le fond des sujets. Ça, en effet, dans les urnes, ça peut mal se terminer. Je pense qu'il faut avoir plus peur de ça et finalement du dégoût de ce ressort démocratique dans quelques années, plutôt que de tel ou tel illuminé qui écouterait Jean-Luc Mélenchon et qui ferait ci ou ça, qui est une menace qu'on a largement analysée déjà, me semble-t-il. Oui, ce que vous dites est très juste, d'autant, Véronique Jacquier, que la volonté de rupture des Français, elle est de plus en plus forte et de plus en plus marquée à chaque élection. Ah, bien entendu, mais de toute façon, même depuis 2020, déjà 2022, c'était un camouflet pour le chef de l'État. On a vu le résultat des européennes. Premier tour des législatives. Alors là, on a vu contournement peut-être des institutions, mais dans l'esprit, quand il a fallu ces alliances contre nature et ces désistements. Mais c'est pas la première fois que le Rassemblement national, d'ailleurs, sur ces questions-là, fait les frais de ce type de positionnement, entre le cordon sanitaire, entre l'histoire du plafond de verre. Et on se rend compte d'ailleurs que pour la prochaine présidentielle, il y a peut-être une réflexion à mener au sein de ce parti sur la façon de conquérir le pouvoir, puisqu'on voit qu'il n'y arrive pas. Alors sans doute parce qu'il n'y était pas prêt, mais c'est-à-dire que là, quand on voit ce qui s'est mis en place, ça signifie que quoi ? Si Marine Le Pen arrive au second tour de l'élection, quel que soit le candidat qui lui sera opposé, il aura toutes les voix de la gauche, puisqu'on a vu quand même une mobilisation en norme, même si là il y a un coup d'arrêt pour la bataille du Perchoir, même s'il y a un coup d'arrêt pour Matignon. Le barrage a très bien fonctionné. Le barrage a formidablement fonctionné, et on voit que la diabolisation en norme. Donc il y a une vraie réflexion quand même à mener pour ce parti. Pour d'autres aussi, bien entendu, mais on sent que du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même beaucoup plus clair. Allez, le mot de la fin en 20 secondes pour Gauthier Lebret. Non, mais on voit que le barrage a formidablement bien fonctionné et que la diabolisation n'est pas du tout autour de LFI, mais autour encore du RN, contrairement à ce que nous disaient certains sondages où les Français disaient « j'ai plus peur de Jean-Luc Mélenchon que de Marine Le Pen ». Pour moi, l'exemple le plus criant, c'est une députée RN sortante se fait battre par Raphaël Arnaud, triple fichier S, condamné en première instance, alors que 8 de ses camarades sont mis en examen pour une agression antisémite. On voit que la diabolisation est toujours autour du RN et pas de la France insoumise. Merci beaucoup à tous les 5 de m'avoir accompagné dans Punchline. Merci Louis Dragnel, Charlotte Dornelas, Marc Varnaud, Véronique Jacquier et Gauthier Lebret. Dans un instant, sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve dans Europe 1 Soir. Sur CNews, Élodie Huchard pour Face à l'info. Passez une très belle soirée, un bon week-end. Merci de nous avoir suivis et à lundi dans Punchline.